Venez, Catherine Bargascoin, nous rejoindre. Vous êtes une patiente qui affronte au quotidien depuis de nombreuses années maintenant cette question très concrètement. Vous habitez au Croisic, en Loire-Atlantique. Vous avez accepté de venir témoigner aujourd'hui ici auprès de nous de l'épreuve, les épreuves que vous avez affrontées et que vous continuez d'affronter chaque jour face à la maladie. Bonjour et bienvenue. Bonjour et je et merci. rappelle que vous, non seulement vous en parlez, mais vous échangez avec de très nombreuses femmes sur un très joli blog que vous avez en plus très joliment intitulé. Oui, les crabes dansent au Croisic. Donc, je vous remercie déjà de m'avoir invité, parce que c'est vrai qu'on ne donne pas beaucoup la parole aux patients. Donc, si ce n'est pas trop long, je veux quand même remercier Novartis, Catherine Cerizet, Laura Cola et Mario Campone, qui m'a parlé le premier de cette initiative. Donc voilà, je suis très heureuse d'être là, même si vous vous en doutez, ce n'est pas forcément bien simple. En 2 mots, j'ai 45 ans. J'ai la chance de ne pas être isolée, moi, parce que j'ai un mari méritant, qui m'aime, 2 petits-enfants. Prenez votre temps. Vous battez et vous avez décidé de croiser les témoignages et de confronter les expériences, notamment sur votre blog. Voilà, je suis tombée malade en 2009 d'un cancer du sein. J'étais soignée à Gustave-Roussy. Donc traditionnellement, chimiothérapie, mastectomie, radiothérapie. Et puis j'étais sous hormonothérapie depuis à peine 2 ans quand j'ai récidivé. Le coup de bol que j'ai eu, j'allais dire, c'est qu'on avait décidé avant la récidive de changer de vie avec mon mari, déjà bien azimuté par la maladie. Donc on avait déménagé au Croisic, face à l'océan, et pour démarrer une nouvelle vie. Et en fait, j'ai démarré un nouveau traitement dans un nouveau centre à l'Institut de cancérologie de l'Ouest. Donc nouvelle chimiothérapie, nouvelle ablation des ovaires cette fois, et puis une nouvelle hormonothérapie. Aujourd'hui, on me dit que la maladie est sous contrôle. Mais en fait, moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'on contrôle absolument que dalle. On ne contrôle rien du tout. Le cancer attend juste son heure pour se réveiller. Et si j'ai cherché une image, en fait, pour dire ce que je pouvais ressentir, je me fais l'impression d'être une bombe humaine et de ne pas avoir le détonateur. Et en fait, ce qui est le plus difficile à vivre dans cette situation, c'est pas de savoir qu'on va exploser, en tout cas au stade où j'en suis maintenant. C'est pas de savoir qu'on va exploser, c'est plus de savoir le mal qu'on va faire autour de soi quand la bombe va exploser. Voilà, c'est toute la difficulté aujourd'hui. Il y a une question difficile qui est celle de la vérité que l'on doit aux patients ou pas, et de la transparence ou pas, complète, partielle, que les blouses blanches en général doivent aux patients. Et là-dessus, vous avez un point de vue particulier. Oui, en sachant que ce point de vue a bien évolué, parce que j'allais dire j'ai eu la chance, c'est pas vraiment le terme, mais j'ai déjà été soignée et guérie d'un cancer en 97, j'avais 27 ans. Donc j'ai vu les choses évoluer, je sais, j'ai vécu, j'ai vu tout ça, il y a eu des progrès de fait. Le patient est devenu quelqu'un en 20 ans, on le considère bien plus qu'il y a 20 ans. On ne vous fait plus une chimiothérapie dans un soubassement sans fenêtre. On vous propose un site implantable, on ne vous met pas tout dans les veines, on vous fait moins mal, quoi. En somme, vous existez. En revanche, c'est vrai qu'il y a encore un progrès à faire sur la transparence. Alors, on n'a peut-être pas toutes au même niveau besoin de transparence, mais n'empêche, moi, il y a quand même, je trouve, oui, effectivement, un besoin d'information. On a besoin d'avoir l'information complète, sans tabou ni censure, tout simplement pour faire partie de la décision qui nous regarde, parce que c'est notre cancer, c'est notre vie, c'est nous qui allons subir les traitements et qui allons vivre la vie chamboulée avec tout ça. Donc c'est vrai que des fois, on aimerait avoir un peu plus notre mot à dire. Et pour illustrer le propos, je vais vous donner 2 exemples. 2 exemples de mon parcours. En 2009, parce que j'étais mammographiée en long, en large et en travers depuis mon lymphome. Donc j'étais extrêmement suivie tous les 6 mois, j'avais une mammographie. Et ce radiologue, en 2009, lorsqu'il a vu sur les clichés la calcification de 2 mm à l'époque,
Lorsqu'il a vu ça, il a pris le parti de ne pas m'en parler. Il m'a rendu le résultat d'examen, il m'a dit « tout va bien ». Je connaissais depuis quelques années, je lui ai fait confiance bêtement, je n'ai pas lu ce compte-rendu. Je pense que si je l'avais lu, ça aurait tout changé. Aujourd'hui, je ne lui en veux pas de s'être planté. On peut tous se tromper, d'autant que derrière lui, beaucoup ont vu, refait des radios, des machins, des trucs, tous se sont trompés. Donc je veux bien croire qu'il y avait matière à se planter. Je lui reproche un peu la négligence quand même, parce qu'il connaissait mes antécédents. Je pense qu'on aurait pu un peu plus se méfier. Mais ce que je lui reproche surtout, c'est d'avoir décidé à ma place, d'avoir pris la décision de ne rien me dire, pris la décision des actions à mettre en place, en l'occurrence aucune, puisqu'il m'a dit « au revoir madame et rendez-vous dans 6 mois ». 6 mois plus tard, la calcification de 2 mm était devenue une tumeur de 3 cm qui avait atteint les ganglions. Et à ce moment-là encore, deuxième exemple, on ne m'a pas tout dit. On m'a dit c'est un petit cancer. On m'a dit on va vous guérir. Et moi, bêtement, j'y ai cru. J'y ai cru et c'est vrai que du coup, le fait d'avoir entendu ça, j'ai extrêmement mal vécu la récidive quand elle m'est tombée dessus. J'aurais préféré entendre en 2009, vous avez un cancer du sein, dans 70% des cas, ça se soigne très bien et on va tout faire pour que vous puissiez faire partie de cela. On vous dit ça déjà, vous entendez, pour 30% des femmes, vous pouvez ne pas vous en débarrasser. Du coup, je pense qu'il est un peu plus acceptable de récidiver dans ce contexte. Vous en débarrasser, disiez-vous. Lorsqu'on ne s'en débarrasse pas, ça peut s'appeler la récidive et ça peut s'appeler aussi la chronicité de la maladie. Et dans ce cas-là, il y a une difficulté supplémentaire sur la configuration du parcours de soins. Oui, et là aussi, vous avez un témoignage peut-être pas amer, mais en tout cas non, il n'y a aucune amertume parce que je suis pas du tout, quand on me connaît un peu, je ne suis pas du genre à ressasser les mauvaises nouvelles. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a encore des progrès à faire. Donc la transparence, dans certains cas, pour certaines personnes, on en a besoin. Et puis il y a aussi, je pense, les soins de support qui pourraient évoluer, parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas du tout configurés pour des femmes comme moi. Voilà, le maquillage, les conseils de beauté, apprendre à nouer son foulard, ça va un temps. C'est très bien, mais je veux dire, on n'en est plus là, quoi. Dans mon cas, on n'en a juste plus rien à faire. Et je reste polie. Non, en fait, moi, ce que je voudrais, c'est... il y a d'ailleurs, à l'Institut de cancérologie de l'Ouest, ils en ont un. Il faudrait que ce soit fait partout. Ils ont un kiné qui est spécialisé dans ce qui se passe quand on est mastectomie et reconstruite. Et je trouverais bien que ce soit typiquement quelque chose qu'on fasse partout, qu'un kiné soit consulté avant les chirurgies lourdes pour dire oui, cette patiente est capable d'assumer ce que vous lui préparez, pour l'accompagner également pendant la chirurgie, après la chirurgie. Autre chose, des gynécologues. Parce que ça fait partie aussi des choses qu'on ne vous dit pas. Mais quand on vous retire les ovaires, vous prenez 20 ans en 5 minutes sur une table d'opération. Donc vous avez les articulations d'une mémère, vous avez les tendinites pour la vie, et puis vous avez accessoirement votre vie sexuelle qui est foutue en l'air à 40 ans. Voilà, donc on n'en parle pas, mais comme on a un peu l'opportunité de se le dire aujourd'hui, je le dis. À 40 ans, oui, se dire qu'on n'a plus de vie sexuelle, c'est un peu emmerdant, surtout quand on a un mari, lui, qui fonctionne encore très bien et qui vous aime, quoi. Donc le couple est profondément déstructuré dans ce truc-là. J'avais prévu de vous lire le dernier SMS de mon homme, je vais le faire. Bon courage ce matin, ma frimousse, ça c'est moi. Adoré, parce qu'il m'aime. Avec qui j'en ai marre de me disputer. Si vous pouvez se faire des amours autant de fois que l'on s'accroche, ce serait purement merveilleux. Voilà, donc ça, je pense que ça dit tout. Enfin, quand on a plus moyen de faire l'amour avec l'homme qu'on aime, c'est juste une horreur. Donc, des gynécologues, des sexologues qui soient spécialisés dans le cancer du sein, l'ablation des ovaires et la ménopause brutale imposée aux jeunes femmes. Et puis enfin, des pédopsychiatres qui soient évidemment rompus au cancer et à ses conséquences et qui pourraient nous aider dans la relation qu'on a avec ses enfants. Moi, j'ai 2 petits bonhommes qui m'ont quasiment toujours connue malade.
Et vous disiez d'ailleurs, pour prolonger, ce ne sera pas un sujet plus léger, je vous l'avoue, mais vous vouliez en parler, que c'est précisément quelque chose qu'il faut faire. Oui. C'est de parler de la mort pour mieux profiter de la vie. Voilà. Alors, pardon, je vais encore rajouter une couche difficile à nos échanges, mais je crois que vous teniez à justement évoquer cela, c'est-à-dire que peut-être qu'on parle avec un peu trop de légèreté, parce qu'effectivement, il y a eu des progrès considérables de la médecine, mais lorsqu'on est atteint d'un cancer du sein, il faut peut-être dire les choses, dire qu'il y a un risque de récidive, et si jamais elle survient, en tout cas c'est votre sentiment, ne pas occulter cette notion de la mort possible pour mieux justement profiter de ces instants avec vos 2 petits bonhommes par exemple. Ouais. Bon, je pense qu'il y a un temps où on n'a pas envie d'entendre qu'on va mourir, ça c'est sûr. On a même plutôt besoin au départ d'être rassuré. Parce qu'il y a une grosse difficulté au début de la récidive, c'est que tout d'un coup, on ne vous dit plus rien. Donc là, vous dites, merde, si les gens en face de moi n'ont plus rien à me dire, c'est que ça doit être sacrément grave. Donc il y a un temps où on n'a pas forcément envie d'entendre parler de la mort, au contraire, on a besoin d'être rassuré. Mais le temps avançant, et là je suis à quasiment 2 ans de la récidive, on a besoin d'en parler parce qu'on a besoin de la préparer. On n'est pas des autruches, enfin, on sait que ça va nous tomber dessus, on sait qu'on va mourir, on a besoin d'en parler pour mieux vivre, pour préparer les choses. Voilà, je me pose 1 milliard de questions, moi, quand la maison est silencieuse, que mon mari dort à côté de moi, que j'ai couché mes enfants, que je les ai embrassés, là, moi, je commence à cogiter. J'ai passé une super journée, mais la nuit, je cogite. Donc, parlez-moi de la fin, dites-moi, dédramatisez-moi le truc. Ça va être comment? C'est quoi les soins palliatifs? Il paraît qu'on en revient, je ne savais pas. C'est quoi les soins palliatifs? Est-ce qu'on va me laisser revenir chez moi pour mourir? Combien de temps je vais mettre pour mourir? Est-ce que je dois revenir chez moi pour mourir? Est-ce que je peux imposer ça à mes enfants et à mon mari, dans la maison dans laquelle ils vont vivre après? Qu'est-ce que je peux faire pour atténuer la douleur des miens, quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte qu'ils vivent légèrement après mon départ? Qu'est-ce que je peux faire pour les protéger alors que je n'ai pas le droit de contracter une assurance décès à cause de mon cancer? Voilà, 3000 questions. On parle aussi d'arsenal thérapeutique, ça c'est un truc. J'aimerais rien qu'on me dise ce que c'est que cet arsenal pour me faire durer. C'est quoi l'arsenal thérapeutique? Concrètement, il y a combien de cartouches et c'est quoi? On va les dégainer quand? À quel moment? Voilà, j'ai besoin de me projeter dans quelque chose d'officiel, de bien clair, pour me libérer la tête et mieux vivre. C'est aussi con que ça. Voilà. Et ça passe par de l'information et de la transparence. Je voudrais vous remercier. Je vais juste terminer sur une note positive, si je peux. Allons-y, volontiers. Parce que je suis venue quand même avec des preuves. Il y a un mot, voilà, ça c'est nous. Ça c'est pour dire qu'on ne survit pas. Ça aussi, si on pouvait bannir ce mot du vocabulaire des médecins, il n'y a rien de pire que de s'entendre dire « ouais, bon, 50 survie ». Bon, on ne survit pas, on vit, quoi. Et on vit heureux. Les projets ne s'arrêtent pas. La perspective ne change pas. Ce qui change, c'est l'échelle du temps. Voilà, on se dépêche de vivre, mais on vit. Merci beaucoup, Catherine Bargascoin, d'être venue. C'est moi qui vous remercie. D'être venue ici aujourd'hui. Je rappelle donc le titre de votre blog. Oui. Allons-y, dites-le. Les crabes d'Anstocroisique. Et c'est d'ailleurs un peu au nom des lecteurs que je m'exprimais aussi aujourd'hui, parce qu'il a été créé l'année dernière. Il y a 25 000 lecteurs uniques. Donc c'est aussi un peu à leur nom que je parlais aujourd'hui.